Ok, bonjour tout le monde. Donc, on recommence, puis on continue avec la partie anatomie fonctionnelle du système digestif et on va voir, on va absorber la partie suivante. Je pense que c'est la dernière. Il dit que le gros intestin absorbe l'eau et élimine les féces. Ok. Donc, objectif d'apprentissage, toujours, lorsque nous finissons de faire ça, vous êtes supposé pouvoir nommer et décrire les modifications structurelles de la paroi du gros intestin associées aux aspects particuliers de la digestion, décrire les principales fonctions du gros intestin, montrer l'importance du microbiote bactérien, énumérer les substances qui sont et expliquer la régulation de la motilité du gros intestin et de la défécation. Là, on va apprendre à bien faire caca. Le gros intestin entoure l'intestin grêle sur trois côtés et s'étend de la valve iléo-chécale jusqu'à l'anus. Donc, on le verra sur la figure. Son diamètre, qui est d'environ 7 cm, est supérieur à celui de l'intestin, mais sa longueur est bien moindre, 1,5 mètres contre 6 mètres. Son rôle dans la digestion consiste principalement à absorber la majeure partie de l'eau provenant des résidus alimentaires non digestifs qui arrivent sous forme liquide, à emmagasiner temporairement ces résidus et à les évacuer de l'organisme sous forme de féces, sel, caca, soupe. En outre, le gros intestin absorbe les métabolites produits par les bactéries commensales. Donc, les bactéries dont on a besoin et qui assurent la fermentation des glucides non absorbés dans l'intestin grêle. Fermentation qui entraîne les fameux PT. On va commencer avec anatomie macroscopique. Le gros intestin présente des caractéristiques anatomiques uniques, les bandelettes du côlon, les ostracions du côlon et les appendices épiploïdes. Épiploïques, tu as raison. À l'exception de sa portion terminale, la couche longitudinale de la musculeuse est réduite à trois bandes de muscles lisses, appelées ténia du côlon ou bandelettes du côlon. Leur tonus forme dans la paroi du gros intestin des poches nommées ostrations, c'est-à-dire remontées du côlon. Une autre particularité très visible qui caractérise le gros intestin est la présence d'appendices omentaux ou épiploïques, petits sacs de péritoine viscérale remplis de graisse accrochés à sa surface. On ne connaît pas leur fonction. Bon, là, on va chercher ces structures-là dans le schéma. Première chose, nous avons l'intestin, le gros intestin qui commence de la valvule iléo-chécale jusqu'à l'anus, ok, à l'anal, ici. Il est formé du côlon ascendant, transverse et descendant. Il y a les fameuses bandelettes longitudinales qu'on appelle ténia du côlon, ok. Et on a les petits appendices omentaux et qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Et il est formé dans de petites parties, dans de petites segmentations qu'on appelle les ostrations du côlon. Et donc, tout ça nous fait commence par, commence par le schéma, et dans lequel on retrouve la perdispérance. OK? Ensuite, ce schéma-là, c'est pas encore pour ça, c'est pour l'anus. On continue. OK? Segment du gros intestin. Les segments du gros intestin sont les suivants. Comme l'appendice vermiforme, le côlon, le rectum, le canal. Le chécum, qui veut dire poche aveugle, situé au-dessous de la valve iléo-chécale, dans la fosse iliaque droite, est la première portion du gros intestin. Ensuite,
l'appendice vermiforme. Ok, donc, le schéma. On avait vu ici, le schéma. Ok, l'appendice vermiforme est un petit prolongement en cul-de-sac ressemblant à un verre, ça fait vermiforme, et est attaché à la face postéro-médiale du chécon. Il mesure 5 à 10 cm de longueur et son diamètre diminue avec l'âge. L'appendice vermiforme contient des amas de tissu lymphoïde et fait partie des maltes. Allez, jusqu'à la page 50. Il joue un rôle important dans l'immunité. OK? Donc, on est à 1043, ou sinon j'ai 1043. On va voir ce qu'on dit à 880. 180. Formation lymphoïde associée aux muqueuses protège contre les agents pathogènes. Donc, les formations lymphoïdes associées aux muqueuses, on appelle MALT, oh, de l'anglais, mes amis, mucosa associée à tête de lymphatique tissu, constitue un ensemble de tissus lymphoïdes dispersés stratégiquement dans les muqueuses de l'organisme. Et les MALT aident à protéger les voies ouvertes vers l'extérieur, ce qui est excessif, contre les assauts répétés des corps étrangers qui tentent de s'introduire dans l'organisme. Nous allons nous pencher sur les amas que, bon, ok. En tout cas, on a vu, donc, on a les tonsilles, les follicules lymphoïdes agrégés ou plaques de Peyer qu'on a retrouvé les et l'appendice vermiforme. Ok. C'était quoi? 1000 combien que c'était encore? Là, c'est, voilà. Donc, on a vu c'est quoi le fameux Mars. Malte, ouais. C'est pas, ok? Donc, il fait partie des maltes et il joue un rôle important dans l'immunité. Il sert aussi à emmagasiner les bactéries et à recoloniser le tube digestif au besoin. Il présente cependant un grand désavantage structural puisque sa forme entortillée le rend vulnérable au blocage. Et en parlant de ça, ouais, avec ça, appendice. L'inflammation aiguë de l'appendice vermiforme, appelée appendicite, résulte d'une obstruction de l'organe, souvent par des matières fécales qui emprisonnent des bactéries infectieuses, oh, infectieuses, ouais, infectieuses dans sa lumière. Incapable d'évacuer son contenu, l'appendice enfle, ce qui comprime les vaisseaux sanguins et fait obstacle au drainage veineux. Cette situation peut entraîner l'ischémie ou l'ischémie et la névrose, irrigation sanguine insuffisante et mort tissulaire. En français, en fait, il parle de ischémie et névrose. Donc, l'ischémie, c'est quoi? C'est irrigation sanguine insuffisante. Névrose, c'est mort tissulaire de l'appendice. En cas de rupture, les fécès chargés de bactéries se répandent dans la cavité abdominale et provoquant une péritonite. Donc, les symptômes de l'appendicite sont très variables, mais le premier qui se manifeste est habituellement une douleur dans la région ombilicale, suivie d'une perte d'appétit, nausée, de vomissement et d'un déplacement de la douleur dans le cadran abdominal inférieur droit. L'appendicite se traite par l'ablation chirurgicale immédiate de l'appendicite. Donc, c'est appendicectomie, ectomie veut dire ablation, ou, dans certains cas, par une antibiothérapie. L'appendicite est plus fréquente à l'adolescence parce que c'est à cet âge que l'ouverture de l'appendicite est là, est la plus. OK? Donc, ça c'était pour l'appendicite.
qui provoque quoi comme complication? Euh, complication de l'appendicite. Shirley, complication, on va poudre? Ah, bah, poudre, ok. Complication de l'appendicite. La péritonite. Je dis complication. Là, on va expliquer qui ça appendicite là. Ok? Donc, le côlon comprend plusieurs, en haut de le côlon. Le côlon comprend plusieurs portions distinctes. Le côlon ascendant monte le long du côté droit, de la cavité abdominale jusqu'à hauteur du frein droit, qui fait ensuite un angle droit, on appelle ça angle colique droit, pour former le côlon transverse, qui traverse la cavité abdominale horizontalement. Juste devant la rate, il se tourne brusquement angle colique gauche pour donner le côlon descendant qui descend du côté gauche le long de la paroi abdominale postérieure, puis devient le côlon sigmoïde, c'est-à-dire en forme de S, lorsqu'il arrive dans le bassin. Dans le bassin, à la hauteur de la troisième vertèbre sacrale, le côlon sigmoïde s'ouvre sur le rectum, dirigé vers l'arrière et vers le bas, juste devant le sacrum. Ah, qui finit par pom, papa. La situation du rectum permet le toucher rectal, c'est-à-dire l'examen à l'aide d'un doigt un certain nombre d'organes pelviens. Par exemple, la prostate chez l'homme à travers la paroi rectale antérieure. Malgré son nom, rectum qui veut dire droit, rectus, rectum, rectum présente trois courbures latérales qui constituent, donc c'est maintenant c'est le bec droit, qui constituent intérieurement trois replis appelés les plis transverses du rectum. Ces plis empêchent les fesses de passer avec les gaz intestinaux. Donc, c'est grâce à ça qu'on a pété son pas toilette s'ouvre. C'est bien. Le canal anal, ce dernier segment du coin intestin se trouve dans le périnée, donc c'est-à-dire les parties molles qui sont cuisses, ok? Entièrement à l'extérieur de la cavité abdominale et pelvienne, d'une longueur de 3 cm environ. Il commence à l'endroit où le rectum pénètre dans le muscle élévateur de l'anus et situé dans le plancher pelvien et s'ouvre par l'anus. Le canal anal est muni de deux sphincters. Un sphincter anal interne involontaire est composé de myocytes lisses, faisant partie de la musculeuse, et heureusement pour vous, un sphincter anal externe volontaire, sinon vous t'apprendrez tout le temps, est constitué de myocytes squelettiques. Ces sphincters agissent comme le cordon d'une bourse que l'on tire. Comme une bourse que l'on tire et puis le fermer, oui, c'est ça. Comme le cordon d'une bourse que l'on tire, ils sont habituellement fermés sauf pendant la défécation. Le rectum et le canal anal ne comportent ni ténia ni ostration, et sa musculeuse est dotée d'une couche musculaire complète et bien développée. Donc, car le rectum doit pouvoir se contracter fortement pour jouer son rôle dans la défécation. On regarde le schéma maintenant. Donc là, on avait déjà vu les différentes parties du côlon. C'est le chécum qui est plus bas que la valve iléochécale et qui se continue par l'appendice vermiforme. Ensuite, nous avons le côlon ascendant qui va faire une première coupe qu'on appelle l'anticolique droit. On dit qu'on est au niveau du rein droit. Et là, le côlon transverse qui va traverser la partie, qui va traverser l'abdomen et va se courber au niveau de la rate pour donner le l'encolique gauche et ensuite on a le côlon à descendant qui se termine par le côlon sigmoïde qui, comme tu vois, a la forme d'un S. Ok? Et on arrive au rectum, ok, qui finit par le canal anal. On dit que le canal anal commence là où le rectum rentre dans le muscle sphincter anal externe. Et maintenant, ce qu'on avait dit avant, le rectum, bien qu'il s'appelle rectum, il a des plis, ok, des plis transverses du rectum qui permettent de péter sans faire caca sur le rectum.
Si on a les veines rectales, on verra sur quelle est. Ok? Le muscle élévateur de l'anus qui se trouve dans le périnée, le canal anal. Ok? Et on a dit qu'il y avait deux sphincters. Ici, c'est le sphincter anal externe qui dépend de la volonté. Et là, le muscle sphincter anal interne qui ne dépend pas de notre volonté. Canal anal, sinus anal et l'anus. Relation entre le co-intestin et le péritoire. Le côlon est un organe rétro-péritonéal. Donc, en arrière, il n'est pas dans la cavité péritonéale. Sauf pour ce qui est de ses portions transverses et sigmoïdes. Ok? Ces parties intrapéritonéales sont fixées à la paroi abdominale postérieure par des feuillets mésentériques qu'on va appeler donc mésocolon. On le voit sur la figure 23-34C. 23-32. Le rectum est également rétropéritonéal. Il arrive que le chécum le soit aussi. Donc, on doit chercher maintenant à la figure 23-34C les fameux méso. Et c'était ici, on a le mésocolon transverse et mésocolon sigmoïde. Toutes les parties où le côlon est intrapéritonéal, n'est pas collé. C'est-à-dire, rétropéritonéal, il est collé à la paroi, il va besoin de prendre partie où il intrapéritonéal, il va donc être retenu par un donc un mésocolon transverse, pour le côlon transverse, et le mésocolon sigmoïde pour la partie sigmoïde. Alors, on était avec les rapports entre le côlon et le péritoire. Premier rapport. Il y a des parties qui sont rétropéritonéales. Deuxième rapport, il y a des parties qui sont retenues par un mésocolon transverse et sigmoïde. Sur anatomie, maintenant on va voir, donc on a fini avec les rapports. Maintenant on va voir l'anatomie microscopique. Dans tout ça, même temps, tout ça. Faut pas s'oublier. Canal anal, ouais. Ça, c'était anatomie macroscopique. Relation, il arrive que le soit ici. Oui. OK. D'accord. Donc, on a fini avec l'anatomie macroscopique. Maintenant, on va voir l'anatomie microscopique. Les parois du gros intestin diffèrent sous plusieurs aspects de celles de l'intestin grêle. On y trouve ni pli circulaire, ni villosité, ni bordure en brosse, puisque la plus grande partie de la nourriture est absorbée avant d'atteindre le gros intestin. Et, deuxièmement, sa muqueuse est plus épaisse, ses nombreuses cryptes sont plus profondes et recèlent une multitude de cellules caliciformes. Le mucus produit par ces cellules facilite le passage des fécès et protège la paroi intestinale contre les acides irritants et les gaz libérés par les bactéries qui y résident. Ok? Mais comme l'intestin grêle, la muqueuse du gros intestin est un épithélium simple prismatique, sauf dans le canal anal. La muqueuse du canal anal est on retrouve ça encore, oui, un épithélium stratifié squameux. Ça veut dire que on parle d'un paquet de bagages qui va gagner, donc il faut que l'épithélium arrive à se renouveler. On avait vu ça dans le larynx. Et un épithélium stratifié squameux fusionne avec la peau externe qui entoure l'anus.
Elle est très différente de la muqueuse que l'on trouve dans le reste du côlon du fait qu'elle est soumise, mais aussi ça, qu'elle est soumise à des frictions plus intenses. Donc, les selles qui vont frotter dessus. Pareil, qui t'a répondre à votre ça. Vers le haut, elle forme de longs replis ou crêtes appelées colonnes anales. Les sinus anaux, sillons compris entre les colonnes anales, exudent un mucus lorsqu'ils sont comprimés par les fécès, ce qui facilite la vidange du canal anal. Donc, figure 23, 33 B. Euh, ok, donc, on va voir ça. 23, 33 B. Non, c'est 23, 34. Ici, c'est tout le schéma en bas. 23, 33 B. OK? Donc là, on voit les fameux sinus anneaux qui se trouvent entre les colonnes anales. On a les colonnes anales et on a les creux. Les creux sont des sinus. OK? On a vu les colonnes anales et les sinus. Les bords inférieurs des sinus anneaux forment une ligne horizontale dentelée. Au-dessus de cette ligne, la muqueuse est innervée par des neurofibres sensitives viscérales, de sorte qu'elle est relativement insensible à la douleur. Par contre, la zone située sous cette ligne est très sensible à la douleur parce qu'elle est innervée par des neurofibres sensitives somatiques. Deux plexus veineux superficiels sont associés au canal anal, l'un avec les colonnes anales et l'un avec les colonnes et l'autre avec l'anus proprement dit. La dilatation et l'inflammation de ces veines rectales causent des hémorroïdes, des varices accompagnées de démangeaisons. Donc, là, sur le schéma maintenant, il faut regarder la fameuse ligne et la ligne horizontale. Là, on a une ligne horizontale. Et donc, entre le bas, on va retrouver la ligne horizontale. Et ici, nous avons un, une innervation viscérale, tandis que là, on a une innervation somatique. Donc là, sensible et là, pas sensible. Ensuite, nous avons des veines, les veineux, et là, veines rectales, qui vont former ce qu'on appelle les hémorroïdes. OK? Ah, voilà. Maintenant, on va voir le fameux microbiote normal. Hein? Oh, on baguette, bon, d'abord, c'est la flore bactérienne qui est responsable de nos odeurs. Par exemple, l'odeur mi bouchou fermé, bactérie qui est dans le bouchou, qui va décomposer toute ça dans le bouchou et qui va le bon gaz, et que l'on parle, au fait, sortir dans le bouchou aboutissante. OK? Donc, dans l'intestin, c'est la fermentation des bactéries qui donne les odeurs. Donc, en bas bras, OK? Bactéries, on va le fermenter protéines qui sont en bas bras et on va le boire odeur. Donc, microbiote normal. Le microbiote normal, appelé flore bactérienne du côlon, comprend plus d'un millier de types de bactéries et compte plus de 1 kilogramme de notre poids corporel. Et compte pour plus de 1 kilogramme de notre poids corporel. Certaines de ces bactéries colonisent le gros intestin en s'introduisant par l'anus, mais d'autres pénètrent dans l'intestin grêle, toujours vivantes et actives après avoir déjoué les défenses antimicrobiennes du tube digestif. Et on dit quelque chose comme ça, lysotime, dioxine, acide chlorhydrique et protéase. Nous abritons ces bactéries, mais que font-elles pour nous? En fait, nous commençons tout juste à comprendre que nous dépendons d'elles autant qu'elles dépendent de nous. Donc, on a besoin de ces bactéries. Fonction métabolique.
Les bactéries intestinales nous sont utiles parce qu'elles récupèrent l'énergie d'aliments autrement non digestibles et qu'elles synthétisent certaines vitamines. Ok? Dégradation. Les bactéries intestinales assurent la dégradation de divers glucides non digestifs ainsi que de la mucine du mucus intestinal. Les acides gras à chaîne courte résultant de ces réactions peuvent être ensuite absorbés et utilisés comme carburant pour les cellules de notre corps. Malheureusement, dégradation produit également un mélange de gaz, sulfure d'hydrogène, sulfure de diméthyl H2, N2, CH4 et CO2, dont certains, comme le sulfure diméthyl, sont très malodorants. Chaque jour, là, cette flore, ces bactéries produisent environ, mes amis, 500 millilitres de gaz, qu'on appelle des flatuosités, je vous dirais pété, et, et beaucoup plus lorsque les aliments ingérés, tels que les haricots, sont riches en glucides non digestifs. Ça, c'était la partie qu'on disait dégradation. Ça va dégrader les choses. Maintenant, deuxième fonction, c'est la synthèse des vitamines. Les bactéries intestinales synthétisent les vitamines du foie et une partie de la vitamine K dont le foie a besoin pour fabriquer certains facteurs de coagulation. Surveillance des bactéries pathogènes. Le système immunitaire associé au système digestif et les bactéries intestinales vivent dans un équilibre dynamique. D'une part, le système immunitaire détruit les bactéries qui menacent de franchir la barrière muqueuse. D'autre part, les bactéries intestinales indiquent au système immunitaire qu'il ne doit pas réagir de manière excessive à leur présence dans la lumière. Les bactéries potentiellement dangereuses sont contenues de deux manières dans le gros intestin. Premièrement, les bactéries bénéfiques sont plus actives et plus performantes que les bactéries nuisibles qu'elles éliminent activement, de sorte que normalement, elles les surpassent considérablement en nombre. Et c'est notre compétition. Deuxièmement, notre système immunitaire empêche les bactéries de pénétrer dans l'organisme en traversant l'épithélium intestinal. Donc, deux choses qui nous empêchent d'être infectés par les bactéries, les bonnes bactéries qui nous défendent et notre système immunitaire. Un système complexe de défense empêche les bactéries de franchir la muqueuse, la barrière muqueuse. Les cellules dendritiques captent un échantillon des antigènes microbiens présents, dans la lumière. Elles migrent ensuite vers les formations lymphoïdes associées aux muqueuses du tube digestif, les fameux MAT, et enclenchent une réponse locale marquée par la production d'anticorps IgA. Le fait que cette réaction soit limitée au tube digestif empêche les bactéries de se disperser dans les tissus situés sous la muqueuse, où elles pourraient provoquer une réponse systémique beaucoup plus intense. Le système immunitaire veille à l'équilibre des bactéries intestinales, mais ces dernières influent elles-mêmes activement sur les réponses du système immunitaire. Ainsi, le type de bactéries présentes dans le microbiote agit sur l'équilibre entre les sous-types de lymphocytes T, ce qui entraîne divers changements dans l'équilibre entre les réponses pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. La coexistence du microbiote normal et du système immunitaire connaît parfois des échecs. Il en résulte parfois une maladie douloureuse et débilitante appelée maladie inflammatoire de l'intestin. Je crois que c'est le Crohn d'ici. OK? Mais c'est une pathologie, la Crohn. OK? Infection au Clostridium difficile. La bactérie anaérobique Clostridium difficile est la cause la plus fréquente de la diarrhée associée aux antibiotiques. Cette complication survient chez plusieurs centaines de milliers de patients dans les pays industrialisés. Cette bactérie, c'est chez certaines personnes,
Le Clostridium difficile constitue une proportion normale mais faible de bactéries intestinales. D'autres se contaminent par voie fécale-orale. Ok? Bon, les allées. Et lavage des mains inadéquat, en particulier dans les hôpitaux ou les établissements de soins de longue durée. Dans les deux cas, le problème résulte de l'action des antibiotiques que l'on prescrit à ces personnes pour traiter une infection. En effet, en plus d'éliminer la cause de l'infection, les antibiotiques détruisent des autres espèces de bactéries, probiotes que nous avons besoin, résidant dans l'intestin, ce qui laisse la place à le clostridium difficile plus résistant. Celui-ci prolifère alors dans l'intestin et peut entraîner une colite pseudo-membraneuse qui est l'inflammation du corps, causant une perforation de l'intestin et même une sepsis. Comme le clostridium difficile est devenu résistant à de nombreux antibiotiques, les infections sont maintenant difficiles à traiter et souvent elles reviennent, donc elles sont récurrentes. Pour éviter de recourir à des antibiotiques de plus en plus puissants, on a mis au point une nouvelle stratégie thérapeutique qui consiste à rétablir les populations de bactéries compétitives dans l'écosystème intestinal en pratiquant une crève de sel. Transfert des bactéries fécales d'un donneur, de caca au monde, non infecté à la personne malade, par exemple un lavement ou une coloscopie, permet de guérir 90 à 100%. On va le caca pour le monde et on mettait l'intestin sac malade. Hmm? Au-delà de son aspect rebutant à première vue, ce traitement devient de plus en plus courant à l'avenir. Il sera sûrement possible de mettre au point des préparations de caca, c'est-à-dire des préparations de culture bactérienne, euh, des cultures bactériennes optimisées pour la transplantation en vue de traiter les infections par Clostridium difficile. Traiter l'infection par du caca. Ça oui. OK. On continue. Rôle du microbiote dans l'homéostase. Nous commençons seulement à comprendre le rôle que le microbiote normal joue dans l'homéostase. L'homéostase, c'est tenir les choses en équilibre. De plus en plus de recherches démontrent que les différentes espèces de bactéries de l'intestin et les proportions dans lesquelles elles s'y trouvent peuvent influer sur le poids corporel et la susceptibilité à certaines maladies non infectieuses comme le diabète, l'athérosclérose, la stéatose hépatique. Ce microbiote pourrait même agir sur l'humeur des individus. Wow! Dans un avenir rapproché, l'étude des bactéries intestinales pourrait faire partie des examens de routine. Ah, vive le microbiote. Alors, ça, c'est le prochain chapitre. Donc, on a tout vu sur le microbiote. Le prochain chapitre, c'est processus digestif dans le gros intestin. Et, ouais, si il faut faire une nouvelle, euh, ça va, OK, puisque après, c'est la défécation et on a fini avec l'anatomie fonctionnelle et ce sera la physiologie digestive. On continue. Processus digestif dans le gros intestin. Les matières qui arrivent dans le gros intestin contiennent peu de nutriments, mais elles y séjournent encore 12 à 24 heures. À l'exception d'une digestion limitée de ces résidus par les bactéries intestinales, la dégradation des aliments ne se poursuit pas dans le gros intestin. Le gros intestin absorbe les vitamines synthétisées par les bactéries intestinales et presque toute l'eau résiduelle, ainsi que certains électrolytes, en particulier les ions sodium et chlorure. Ça fait que plus on prend pour aller à la selle et plus c'est lieu absorbé. Cependant, l'absorption des nutriments n'est pas sa fonction principale comme nous l'avons vu. La fonction primordiale du côlon, du gros intestin, est de pousser les matières fécales vers l'anus et de les éliminer de l'organisme lors de la défécation. Ablation du côlon. Le gros intestin est un organe très utile à notre bien-être, mais il n'est pas essentiel à la vie.
Il est parfois nécessaire de procéder à l'ablation du côlon. On peut alors fixer l'extrémité de l'iléum à un orifice dans la paroi abdominale au cours d'une intervention appelée iléostomie. Et les résidus du nourriture tombent dans un sac fixé à la paroi abdominale. C'est la raison de la mort de Fidel Castro parce qu'il avait un cancer du côlon. On devait lui retirer son côlon et justement faire une iléostomie. Mais M. Pavlik, on sachet pour pouvoir voter. Et donc, il dit fonge notre genre, il essaie pour notre genre, et le toile. Ok? Motilité du coup intestin. Quand les résidus alimentaires entrent par la valve iléo-chécale dans le côlon, ce dernier s'active. Et ces contractions sont lentes et de très courte durée comparées à celles de l'intestin grêle. Les mouvements les plus fréquents du côlon sont les contractions australes. Ostrations. Les mouvements de segmentation qui durent 1 minute et qui se répètent toutes les demi-heures. Ces contractions qui se produisent surtout dans le côlon transverse et le côlon ascendant résultent d'une régulation locale du muscle lisse à l'intérieur des parois de chacune des ostrations. Lorsqu'une ostration se remplit de résidus de nourriture, son étirement provoque la contraction du muscle correspondant dans l'ostration et qui pousse son contenu dans l'ostration suivante. Ces mouvements ont aussi pour effet de ménager les résidus, ce qui favorise l'absorption de l'eau. Les mouvements de masse ou péristatisme de masse, ça c'est les mouvements des oscillations, donc ça, motilité du corps intestin, première partie que nous avons, c'est contraction musculaire, deuxième partie, c'est les mouvements de masse. Péristatisme de masse sont des zones de contraction longues et lentes et puissantes. Ils parcourent de grandes sections du côlon 3 ou 4 fois par jour et poussent son contenu vers le rectum. Ces mouvements se produisent le plus souvent au cours d'un repas ou juste après. Et la présence de nourriture dans l'estomac active donc non seulement le réflexe gastro-iléal dans l'intestin grêle, mais également le réflexe gastro-colique qui assure le déplacement du contenu du côlon. Et monde qui a fait ça, c'est monde depuis au fin de manger pour aux toilettes. Donc, ils ont un bon réflexe gastro-colique. La contraction australe, les contractions australes qui ont lieu dans le côlon ascendant et le côlon sigmoïde favorisent la dessiccation, c'est-à-dire le dessèchement des selles, des fesses. Ainsi, ces dernières demeurent dans cette partie du côlon jusqu'à ce que des mouvements de masse aient plus dans le rectum. La présence de fibres de l'alimentation amollit les selles et augmente leur volume, ce qui permet au côlon d'augmenter la force de ses contractions et de rendre son travail efficace. Ça fait l'eau pour manger végétaux, puisque il boit fibre et ça te permet d'avoir de bonnes selles. Cette contribution au transit intestinal est surtout le fait de fibres insolubles comme le son de blé. Quant aux fibres solubles, la voile et la pectine par exemple, elles sont plutôt reconnues pour leur effet bénéfique sur la cholestérolémie et la glycémie. Les produits semi-solides qui appartiennent au rectum, c'est-à-dire les féces, contiennent des résidus alimentaires non digérés, du mucus, des débris de cellules vitales, des millions de bactéries. Dans tous ces féces et juste assez d'eau pour, pour permettre une évacuation en douceur. Environ 150 des quelques 500 millilitres de résidus alimentaires qui entrent dans le chécom chaque jour deviennent des fesses. Et défécation. Voilà. Le rectum est habituellement vide à cause de la présence de sphincters physiologiques à la jonction du holosigmoïde et du rectum. Mais lorsque les mouvements de masse y amènent les fesses, l'étirement de la paroi rectale déclenche le réflexe d'évacuation ou de défécation. Ce réflexe spinal parasympathique provoque la contraction du côlon descendant, du sigmoïde et du rectum, ainsi que du relâchement du muscle sphincter, du muscle sphincter anal interne involontaire.
Donc, on doit voir la figure 35.5, 1 et 2. OK? Lorsque les fesses parviennent au canal anal, des potentiels d'action locaux parviennent à l'encéphale. Nous pouvons alors décider de relâcher le muscle sphincter anal externe volontaire ou bien le resserrer pour retarder l'évacuation des fesses. Numéro 3. Si la défécation est retardée, les contractions réflexes s'arrêtent en quelques secondes et les parois du rectum se relâchent. Le réflexe d'évacuation reprend alors avec le prochain mouvement de masse et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait défécation volontaire pour que cette action devienne inévitable. Pendant la défécation, les muscles du rectum se contractent pour expulser les fesses. Nous contribuons à ce processus d'évacuation, je suppose, de façon volontaire en fermant, on a eu ça avec la glotte, en fermant la glotte et en contractant le diaphragme et les muscles de la paroi abdominale pour faire augmenter la pression intra-abdominale. C'est ce qu'on appelait la manœuvre de Valsalva. Nous contractons aussi les muscles élévateurs de l'anus qui tirent le canal vers le haut. Ce mouvement a pour effet d'expulser les fesses faites par l'anus. La défécation involontaire automatique, incontinence des fesses, est normale chez les nourrissons parce qu'ils n'ont pas encore acquis la maîtrise du sphincter anal externe, laquelle apparaît à partir à partir de 18 mois. Elle survient également chez les personnes dont la moelle épinière a été sectionnée accidentellement. Donc, on a fini avec ça et la prochaine vidéo sera pour la physiologie proprement dite. Mais on doit avoir deux choses. Diverticulose, diverticulite, syndrome du côlon irritable. Si la nourriture ingérée ne contient pas assez de fibres et qu'il y a peu de résidus dans le côlon, le diamètre de ce dernier rétrécit et la contraction des muscles circulaires devient plus puissante, ce qui fait augmenter la pression exercée sur les parois. Ce phénomène favorise la formation de petites hernies de la muqueuse qui traverse la paroi. Hernie, appelée diverticule, cause la diverticulose, une affection plus fréquente dans les pays occidentaux et qui touche plus de la moitié des personnes de plus de 70 ans. La diverticulose survient surtout dans le côlon sigmoïde. Dans 4% des cas, elle se transforme en diverticulite. Les diverticules sont enflammés et risquent de se rompre. Leur rupture peut laisser échapper les fesses à la cavité péritonale et causer une péritonite. Ça, c'était la diverticulite. Maintenant, nous avons le syndrome du côlon irritable, SCI. C'est un trouble fonctionnel du tube digestif qui ne peut être expliqué par une anomalie anatomique ou biochimique. Les personnes atteintes souffrent de douleurs abdominales récurrentes ou persistantes qui disparaissent à la défécation. La consistance et la fréquence de leurs selles peuvent varier. Elles se plaignent de ballonnements, de flatulences, de nausées et de dépression. Le stress est un facteur déclenchant qui doit être géré dans le cadre d'un traitement. Ensuite, diarrhée et constipation. Les selles liquides ou diarrhées sont provoquées par le passage rapide des résidus de nourriture dans le coin intestin sans que ce dernier ait le temps d'absorber l'eau résiduelle. La diarrhée peut survenir lorsque le côlon est irrité par des bactéries, des virus ou plus rarement après une longue période de passage des viscères digestifs comme chez les marathoniens. Ah, bon. Elle peut également être provoquée par des substances alimentaires à l'égard desquelles certaines personnes deviennent intolérantes. Une diarrhée persistante peut entraîner la déshydratation et un déséquilibre électrolytique, acidose et perte de potassium. À l'inverse, lorsque les résidus restent trop longtemps dans le côlon, une quantité excessive d'eau est absorbée et les selles deviennent dures, ce qui rend leur évacuation difficile. Cet état, appelé constipation, peut être dû à une consommation insuffisante de fibres ou de liquide ou à de mauvaises envies de défécation. C'est l'heure où bien vous faites tata ou pas fait tata. Question de l'envie et, c'est ce qu'on a vu, la répression de l'envie et au manque d'exercice physique ou à l'abus de laxatifs. Et voilà, on a fini. Donc, la prochaine vidéo, ce sera comment est-ce qu'on va faire pour absorber nos nutriments.